révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Salut Francky, Salut Maxime. est-ce que tu es content d'être là? Très, je suis au QG donc ça va, je suis bien, je suis chez moi. T'es chez toi là? Ouais. Ok. Moi j'avais une première question pour débuter. Est-ce que tu pleurais quand tu étais petit? Ah oui, je pleure encore maintenant. Ah ouais? Ouais, c'est pas fini ça. Je pleure devant un film, j'ai pleuré, j'ai eu les yeux humides en apprenant la mort de Kobe Bryant. Enfin voilà, oh non, moi là-dessus j'ai pas aucun complexe. Même s'il y a du monde autour de moi, bon j'essaie d'être discret, mais s'il faut lâcher le nerf, ça se fait naturellement quoi. Pas de honte à avoir pour ça. Oh non, non, aucune honte. Non, non. Ça veut dire quoi pour toi, ne pas cacher sa joie? Ne pas cacher sa joie, c'est profiter du moment présent quand justement on a quelque chose on est sur un moment familial où on est content de se retrouver. Enfin voilà, dès que justement, au contraire, dès qu'on a l'occasion de pouvoir l'exprimer, je pense qu'il faut le faire. On fait trop souvent et j'en fais partie, on fait trop souvent on fronce trop souvent les sourcils. Encore ce matin, quand j'étais un peu dans le speed avec mes filles qui courent dans tous les sens alors qu'il faut qu'on soit à l'heure à l'école, tu vois. Donc du coup, je pense que quand on a l'occasion d'exprimer, il faut en profiter. Ok. On t'a pas présenté. Donc tu t'appelles Francky. Attends, je m'appelle Francky, pas Franck, c'est bien Francky. F-R-A-N-C-K-Y. Moi j'ai cru que c'était un surnom aussi. Ah non, je préfère le souligner parce que Ouais bah ouais. j'étais pas fan de Franck. J'avais un cousin qui s'appelait Franck et qui avait un passé assez lourd. donc je disais non, c'est Francky. Et, donc Moi c'est j'appelle bien mon frère comme ça. Donc c'est pour Ouais, ça. non, bah c'est Francky. Ok. Voilà. Et donc, juste pour resituer, nous on se connaît grâce à Start US Up. C'est ça. C'est toi qui m'as fait transpirer tous les C'est mardis ça, à la ouais. boxe pendant 6 mois. C'est ça, enfin c'est vous qui vous êtes engagé à suivre le programme et donc à venir une fois par semaine pour les ateliers, mais avant ça pour la boxe. Et puis voilà. Et donc toi, t'es boxeur? Raconte-nous Alors, un peu ton parcours. j'étais boxeur. On va dire que maintenant je suis passé de l'autre côté, je transmets ma passion. Mon parcours, il est simple. Moi, je suis issu d'une famille de boxeurs. Je n'étais pas destiné à faire de la boxe parce que mon père ne voulait pas. Par expérience, il a été lui-même boxeur. Mon père ne voulait pas, donc j'étais à la gym. Et tout se passait bien à la gym. Et tout se passait bien. Alors très tôt à la gym, ils essaient de sélectionner un petit peu. Alors, j'étais pas l'élu, hein, mais bon, ça allait. Seulement, je manquais de souplesse. Et du coup, j'avais droit à des heures sup derrière. Et on travaillait beaucoup sur la souplesse. Donc, à l'époque, c'était très rude. Et du coup, suite à ça, j'ai eu des problèmes de dos. Donc, j'ai dû faire une pause, faire des séances de kiné. Mais seulement, je m'ennuyais à la maison. Donc, mon père me disait, viens avec moi à la salle. Moi, je vais entraîner tout ça. Si tu veux, tu pourras jouer. Alors, forcément, quand tu es à la salle, tu vois des grands, eux, jouer à la boxe. Tu as envie de jouer à la boxe. J'ai commencé à jouer à la boxe, on a commencé à m'offrir une paire de gants, tout ça, et à me prendre au jeu. Ça a duré quelques temps. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 9 ans. Ah oui. 9 ans. Voilà, 9 ans, donc je jouais. J'ai eu ma première paire de gants offerte par mon père, hein, par une autre personne du club. Et donc je m'amusais à la boxe, quoi. Et bon, ça a duré, hein, parce que je ne me suis pas tout de suite mis au combat. Et à l'âge de 11 ans, mon père m'a demandé si je voulais vraiment faire ça, si ça m'intéressait. Je dis pourquoi pas, je voulais plus retourner à la gym. Et mon père il voulait pas forcément nous pousser à faire de la boxe, ma soeur et moi ou autre, hein, mais il nous poussait à faire une activité sportive. Et bon, il a vu que je voulais plus aller à la gym, donc il m'a dit écoute, si ça te plaît, pourquoi pas. Et donc on a commencé, et puis j'ai fait mon premier combat mon premier assaut en boxe éducative. La boxe éducative, c'est jugé beaucoup sur la technique. Et les touches appuyées sont interdites. Donc voilà. Donc j'ai fait mon premier combat, mon premier assaut, pardon, et j'ai été arrêté à la deuxième reprise, je crois, et je me suis mis à pleurer.
tu vois. T'as été Donc, j'ai arrêté pleuré. pourquoi? J'étais arrêté parce qu'en fait c'était donc on avait passé des grades en club et on allait sur des petits galas de boxe éducative et il n'y avait pas de personne de mon poids, ni de mon poids, ni de ma catégorie d'âge, tout ça. Du coup on m'a mis avec quelqu'un qui était un peu plus âgé et un tout petit peu plus lourd, mais légèrement, hein, pas. Parce que t'étais trop lourd? Non, Ou t'étais- il y avait, en tout cas ce jour-là il y avait Ok. personne de ma catégorie. Donc je voulais quand même boxer, mon père aussi, tout ça. Et voilà. Et j'étais un peu débordé, parce qu'il était un peu plus expérimenté, un peu plus grand. Et du coup, j'y arrivais plus, je trouvais plus les solutions. Alors, j'ai pas forcément pleuré de douleur, j'ai surtout pleuré je trouvais pas la solution. Ouais, j'avais pas aucune solution. Et voilà. Donc, derrière, c'était un peu compliqué, mais bon, après, je me suis remis au travail. Et puis, ça. Là, on touche du doigt ce que j'adore chez les sportifs, c'est l'optimisme. Comment t'as fait là pour rester Alors, pour être sincère, ça n'a pas été facile. Ah. Parce que, contrairement. Alors, je sais pas si ça a été. Et je pense que avant ce combat-là, j'étais en excès de confiance. Ouais. Alors, j'étais, ça va aller, tout ça, ceci, cela. J'avais un ami à l'époque. Je lui ai dit, viens et tout, tu vas voir. Voilà. Excellent, limite. Limite. Et donc, on y va et c'est pas ce qui se passe. et je me souviens quand même j'en ai pas souvent parlé de ça, j'en ai parlé peut-être à Sarah, mais c'est tout. Je me souviens d'une réaction de mon père qui a pas été, je pense, pas été adaptée à l'époque et qui m'a marqué. Voilà, donc il a été très fermé après ça. Dans quel tout sens ça. Je pense qu'il l'a un peu mal pris. Voilà, et du coup, derrière, j'étais plus. Quand j'allais boxer, j'étais plus en excès de confiance. C'est quoi, c'est l'échec qu'il a mal pris? Je sais pas si c'est l'échec, mon comportement, la réaction que j'ai eue de pleurer quand ils m'ont arrêté, tout ça. Ouais. Je sais pas du tout. On n'en a jamais reparlé et je pense qu'il il sait pas. Je lui ai jamais dit, voilà. Mais donc avant ce combat-là, j'étais jeune aussi, hein, j'ai beaucoup extériorisé justement cette confiance, tout ça. Et tout de suite après ce combat-là, j'étais totalement différent. C'est-à-dire que il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre, tout ça, ceci. Et alors que j'étais jeune, hein, j'aurais pu encore profiter de ça. Ouais. Et voilà, je suis rentré dans ce truc où, pas un mot, mais enfin, la boxe, ça t'apprend ça aussi. Hein. À rester humble, à pas dire un mot plus haut que l'autre. Voilà, même si tu as 2-3 individus ou des Mayweather ou des choses comme ça, des gens plus connus que vous pouvez peut-être connaître, qui font beaucoup de bluff en vérité, parce qu'en vérité, entre les boxeurs, il y a énormément de respect. Donc voilà, pour revenir sur mon cas, ce premier combat ça a été une étape, une première étape. Pour un premier combat, déjà une étape. Putain, Voilà. Donc voilà, déjà, et si derrière, jeune, t'as réussi à apprendre de cet échec. je sais pas si j'ai appris de la bonne manière. Hein. Bon, écoute, en tout cas, derrière, je suis remonté. Et puis voilà, j'ai pas eu une carrière brillante en boxe éducative. J'ai eu défaites, victoires, défaites, victoires, défaites, victoires. Tu vois, c'était compliqué. J'avais un gabarit qui m'offrait des adversaires avec une tête de plus que moi, parce que j'étais un peu plus lourd à l'époque, quand j'étais plus jeune, et j'étais pas très grand. Du coup, c'était pas... Voilà. Donc, des fois, je voyais pas grand-chose. Tu voyais les aisselles et tu... Voilà, je voyais les aisselles et je voyais surtout la couleur du gant. Mais bon, ça a été dans l'ensemble. Ça m'a permis justement d'apprendre et puis de... Voilà. Et t'es allé jusqu'où dans ta carrière de boxeur? Je me suis arrêté en professionnel. Alors j'ai pas beaucoup de titres. Hein. Ça va s'arrêter au vainqueur du Grand Prix de la ville de Paris dans mes débuts, des quarts de finale, demi-finale de ceinture ou de championnat de France. Mais rien de dingue. Voilà. Et en professionnel, j'ai une carrière qui a été courte. J'avais des problèmes de blessure, hein, déjà en amateur. Hein. C'est-à-dire que j'étais fragile, j'avais une peau qui marquait. Des arcades qui pouvaient s'ouvrir même à l'entraînement, même avec des casques à gris, c'est pour vous dire. Donc j'ai eu toutes sortes de blessures. Donc je savais que je m'exposais à ce genre de problèmes chez les professionnels, mais j'avais adapté ma boxe déjà en amateur pour éviter d'aller trop au contact. Donc j'étais beaucoup plus sur les jambes.
je boxais beaucoup plus en contre-attaque ou en reculant. J'étais souvent allongé les cordes, tout ça. Et en boxe pro, il fallait faire un peu évoluer ma boxe, aller un tout petit peu plus au contact, mais sans pour autant tomber vraiment dans l'excès. Donc voilà, bon, j'ai fait ma carrière. Entre-temps, donc je passe en pro en 2007. Entre-temps, je fais 2 ou 3 combats et après j'ai une blessure à l'épaule, donc qui m'éloigne des rings pendant 1 an et demi. Donc ça me fait, enfin il y a pas mal de choses qui changent. Je change de métier, je décide voilà, si pour vous dire, en fait ma blessure est venue suite à une activité nautique. Je dis rien à personne, à mon staff, donc mon père, mon entraîneur, tout ça, je lui dis rien. Et ça arrive au mois d'août, donc je reprends ma préparation au mois d'août pour reboxer au plus vite, et tout se passe bien, tout ça. Je ressens une petite pointe de temps en temps sur la préparation quand on est en musculation, mais voilà, je continue mon chemin. Et je mets les gants contre un sparring qui venait d'Allemagne, et ça se passe très bien. Et derrière cette mise de gants, à 2 semaines de mon premier combat de préparation, j'ai mon épaule qui, 10 minutes après, qui s'alourdit, mais atroce. Je laisse passer, je retourne au travail. À l'époque, je travaillais dans un garage, j'étais préparateur peintre, donc j'utilisais beaucoup mes bras, et notamment ce bras-là pour préparer les voitures ou autres, ou peindre tout simplement. Et ça me lançait, je suis retourné à l'entraînement quand même. Il était impossible pour moi de lever mon bras, d'utiliser mon bras avant. C'est compliqué quand t'es boxeur. Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas évident. Donc je prenais des coups pleins la tranche. Mon père, il comprenait rien. C'est le jour et la nuit avec la veille. Et je dis, écoute, l'épaule, ça va pas du tout. J'ai passé des examens. J'avais une fissure donc sur les tendons. Ça, c'est normal. Tout sportif a des fissures sur les tendons. Hein. Et notamment tout ce qui est sport de combat. Alors les judokas, j'explique même pas. Donc j'avais des fissures sur le tendon sous-épineux. Et j'avais le bourrelet qui était abîmé. Le bourrelet, ouais, alors c'est un peu compliqué. Le bourrelet, c'est ce qui englobe un peu. Je ne connais pas sur l'épaule le bourrelet. C'est un peu ce qui englobe un peu l'épaule, on va dire. Okay. Et ce qui te permet de. C'est comme une gaine qui tient tout ça, quoi. Donc, et ça, c'était abîmé, il fallait qu'ils interviennent. Et du coup, pour vous dire, bon, tout vous expliquer, moi je travaillais dans un garage. Ça faisait pas mal de temps que ça me plaisait plus, mais j'avais un objectif, c'était acheter un appartement. Et en sortie d'apprentissage, je signe un CDI. Et ça me donnait l'occasion, donc je serrais un peu les dents, je continuais ce travail-là pour atteindre mon objectif, c'est-à-dire acheter cet appartement. Mais ça me plaisait plus, et donc j'apprends que je dois me faire opérer. Je vais voir mon patron et je lui dis voilà, je vais devoir me faire opérer parce que. Et sans rien me demander, la seule chose qu'il me dit, c'est et ça te fait revenir quand, ça, en fronçant les sourcils. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu un déclic dans ma tête, je me suis dit tu reviendras plus ici. Et c'est ce qui s'est passé. Alors ça s'est fait, j'ai peut-être pas été pas assez cordial, pas assez respectueux. Dans ma tête, je me suis dit tu reviendras plus ici. Je suis vraiment pas revenu. C'est-à-dire que j'ai envoyé mes courriers d'arrêt de travail par courrier, et je lui ai envoyé ma lettre de démission en lui disant voilà, et il m'a demandé de revenir. Je suis jamais revenu. Ouais. Comme on dit, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Un jour on se rencontrera, on s'expliquera, mais voilà. Et entre-temps, j'ai décidé, bon, attention, je déteste la boxe, bien entendu, ça m'éloigne des rings, je suis blessé, alors qu'à la base, c'est pas la boxe qui me fait ça. Donc je vais perdre de l'argent, donc je vais ceci, je vais cela. Donc la boxe, pendant 2 mois, je ne veux plus en entendre parler. Et forcément, ça fait partie de notre ADN. Ça revient très vite, je vais remonter sur les rings. Seulement, je me fais opérer, ça met du temps. Et donc entre-temps, je décide de passer mes diplômes d'éducateur sportif. Donc ça arrivera plus tard. Hein. Mais enfin voilà, c'est dans ma tête et je reviendrai plus au garage. Et donc ça m'éloigne 1 an et demi des rings et je reviens en 2010. Je reviens, donc je me reprépare, tout ça, et je reboxe en décembre 2010. Alors autant vous dire qu'après 1 an et demi éloigné des rings, les sensations elles sont plus là. Bon, je rencontre pas un adversaire très compliqué. Pour un retour, la personne qui me faisait boxer m'avait dit écoute, c'est un retour, il faut pas que tu aies un adversaire trop compliqué. Donc voilà, fais ton combat, essaie de retrouver des sensations, et puis on verra. Et effectivement, j'avais aucune sensation.
je sentais rien. Voilà, les rings, tout ça. Enfin, Et quand tu dis aucune sensation, ça veut dire quoi? C'est plus l'envie ou Ah non, pas l'envie. L'envie, je l'avais, mais seulement le fait d'avoir été éloigné des rings, de revenir comme ça sur un ring. C'était plus la passion. Comment? C'était plus la passion. Ah si, la passion était là, mais c'est l'éloignement des rings. Tu perds le rythme, tout ça. Alors l'entraînement, c'est une chose. J'étais revenu à l'entraînement, mais après, quand l'entraînement et le combat, c'est deux choses différentes. Quand tu arrives, tu es dans le vestiaire, tout ça. J'avais 1 an et demi, ça met du temps. Donc, fallait que je retrouve un rythme et des automatismes que j'avais pas retrouvé encore. Bon, c'était normal, hein, mais j'étais déçu de ce combat. Tu l'as perdu? Non, je l'ai gagné, mais bon, il y avait pas, je pouvais pas me glorifier de gagner devant un adversaire comme ça. Voilà. Mais bon, fallait que je revienne et il fallait passer par là. Donc je suis passé par là. C'était en décembre 2010 et en janvier 2011, je reboxe. Donc mon deuxième combat de l'année. Je reboxe et là, c'est une super belle soirée. Il y avait pas mal de promoteurs, donc il fallait être bien. Il y avait des tables et tout. Bref, j'avais une belle prime. J'avais jamais autant eu de ma carrière. Et en plus, je retrouve des sensations. Je fais un combat intelligent. Bon, la première reprise, l'arcade qui pète, un coup de tête, tout ça. Donc, je fais un combat intelligent, propre, tout ça. J'ai des bons retours. Et seulement, cette arcade, ça me fait réfléchir encore. Et donc forcément, je peux pas rester. Il faut que j'aille me faire recoudre, tout ça. Donc, je loupe la soirée, ceci, cela. Et quand je suis à l'hôpital, je commence à cogiter. Je dis putain, encore une blessure. Et ça va t'éloigner pendant 2 mois de ceci et cela. Et ça va. Et je commence à poser le pour et le contre. Donc moi j'étais très honnête. La chance que j'ai eue avec mon père et la chance que peuvent avoir ces boxeurs, c'est qu'il est très honnête avec ses boxeurs. Il te dit où il peut t'amener, il te dit où tu en es. Ouais, c'est mon père. Ouais. Il te dit voilà, il te dit les choses comme ça. Donc ce qui fait que c'est que tu sais où t'en es et si tu as une décision à prendre, tu sauras la prendre parce que tu as toujours alors t'as jamais vendu du rêve comme certains peuvent le faire. En tant que fille, si t'as jamais rien fait croire. Ah non, toujours très honnête. Ouais, non. Il m'a dit où je pouvais aller, il m'a dit où on pouvait aller, donc moi il n'y a pas de souci. Donc quand je suis à l'hôpital, je me pose toutes ces questions, je pose le pour et le contre et je me dis que finalement il y a plus de contre. Voilà, la boxe ça donne pas à manger. Moi j'étais un bon boxeur parmi tant de bons boxeurs et même les élus, hein, même les très bons boxeurs, pour vivre de la boxe c'est compliqué. Donc j'ai posé le pour et le contre et puis après j'ai pris une semaine avant d'en parler. J'en ai parlé un peu à Sarah et elle me comprenait mais elle essayait de me dire réfléchis bien, prends plus de temps, tout ça. Et non, au final j'étais voir mon père, je lui ai dit écoute voilà je vais arrêter. J'ai prévenu la personne, mon manager qui me faisait boxer que pareil je préférais arrêter. Donc, je lui ai expliqué, mon père a compris parce qu'il était passé par là aussi. Voilà, tout a été bien pris. Après, je me suis éloigné des salles et des galas, du monde de la boxe pour pas qu'on me dise bah non, pourquoi tu continues pas, vas-y, il y a des choses à faire. Et voilà, et ça m'a permis de me sevrer, on va dire. Et puis je me suis lancé dans ma formation. Et puis après, oui, voilà, t'étais déjà. Ouais. Et donc, toi, tu étais avec Sarah depuis combien de temps? Enfin, tu es avec Sarah depuis combien de temps? Depuis, on s'est rencontrés en 2006. D'accord, donc là, vous étiez... Et elle m'a fait du rentre-dedans en 2007. Non, en 2006, elle m'a fait du rentre-dedans. Non, depuis 2006. C'est ça l'arcade, en fait. C'est ça. Okay. Voilà. Donc, juste pour expliquer ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas forcément, Sarah, c'est ta femme. Vous êtes mariés? On n'est pas mariés, donc on va dire que c'est ma concubine. Concubine. Je la vends comme ça. Je la vends. Je le vends comme ça, là. Non, ça va. Donc Sarah, c'est ta concubine, donc avec qui tu es depuis 2006. Depuis 2006 et elle est boxeuse aussi. Ouais. Elle est boxeuse depuis aussi longtemps. Ouais, quasi. Non, 96, je crois. Ok. Donc elle a un des plus gros palmarès en boxe. Alors en boxe, on peut dire. Ouais, en boxe tout court. Il y en a qui diraient en boxe féminine, mais en boxe tout court. En boxe tout court, c'est ça. Elle a plus de. Je crois qu'elle a 200 combats ou plus de 200 combats. Ouais. Elle a 10 titres de championne de France, 3 titres de championne de l'Union européenne, je crois elle est vice-championne d'Europe aussi, et elle est championne du monde et vice-championne olympique.
Donc, Donc, ça- ouais, Ouais, un c'est- des plus beaux palmarès. Ça va. ouais. Ouais, Bah, je crois que le mec, c'est. Ouais, c'est... Et le fait d'être avec une boxeuse, ça a changé quoi? ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, ça a facilité les choses. Ouais. Moi, avant Sarah, j'ai pas eu de relation longue donc, parce qu'on comprenait pas. Moi, c'était la boxe et rien d'autre. Donc, Ouais. les sorties tard le soir, ça comprenait pas. Voilà. Et puis, quand je sortais le week-end, c'était bien souvent après des victoires et avec mes amis. Donc, de la boxe, parce qu'on rentrait, on enchaînait tout de suite, tu vois. Mais en semaine, c'était très compliqué d'avoir une vie à côté de la boxe. Ouais. Non, et pour ta carrière aussi, quand tu as arrêté en 2011, elle était encore Elle était encore à fond. Ouais. Et juste pour expliquer, elle s'est pas qualifiée pour les JO de 2012. De Londres. Ouais. Et toi, tu avais déjà arrêté ta carrière? Moi, j'ai arrêté en janvier 2011. Donc, ouais, Ok. j'avais déjà arrêté. Ouais. Donc, j'étais resté un peu dans le monde de la boxe à travers Sarah. Ouais, c'est ça. Voilà, mais ce qu'il faut dire, c'est que, parce que je t'ai dit que je m'étais coupé, la boxe à l'époque, hein, boxe féminine et la boxe, on va dire, masculine, c'était un peu deux mondes. Il n'y avait pas trop de. Voilà, aujourd'hui, c'est plus. Ils sont plus intégrés, ils font même des championnats de France mix, tout ça, donc voilà. Donc en fait, ça t'a pas trop permis de. Enfin, est-ce que tu as vécu par procuration une fois que tu as arrêté? J'ai pas vécu par procuration parce que moi, ça allait. Pour moi, c'était une décision intelligente, même si ça me piquait de temps en temps de revenir ou autre, quoi que ce soit. Je me suis toujours dit non, t'as dit que t'arrêtais, ne reviens pas. Et voilà, non, je vivais les choses très bien. Donc, Mais tu dis que tu as voulu complètement quitter ce monde-là après, mais pourtant tu t'en avais partout à la maison du coup avec Sarah. ouais, mais Tu vivais avec c'était ça surtout de me couper de mes proches, D'accord. que de la salle ou autre, pour Ouais. éviter de créer le doute dans ma tête. Pour moi, c'était très clair. Donc non, avec Sarah, c'était autre chose. On parlait D'accord. de sa carrière à elle. Ok. On mélangeait pas tout, quoi. Ok. Voilà. Et puis moi, j'étais dans un truc où il fallait pas que je l'embête trop avec ça pour pas la déstabiliser aussi sur sa prépa olympique. C'était déjà assez compliqué pour elle à l'époque avec des petits soucis de sélection, tout ça. Enfin, Ouais, vous arrivez à délimiter quand même les deux modes de vie. Ah si, ouais. Ouais. Ouais, si. Non, on arrivait à faire la part des choses. Et il y avait un truc qui m'avait frappé quand on en avait parlé tous les deux. Tu m'avais raconté comment tu avais vécu, toi, sa non-qualification pour 2012 et sa médaille en 2016. Et quand tu m'as raconté, pour toi, c'était une médaille, familiale, quoi. Comment tu l'as vécu? Alors, son parcours 2011, alors, je vais revenir sur la qualification de 2012. Ça, c'est pas pareil. Tu vois, on n'a pas vécu la même chose en 2011-2012 comme on a pu vivre sa campagne pour Rio. Tu vois, c'était différent parce que déjà, elle s'entraînait à Aubervilliers, donc avec Saïd. C'était pas mon père, c'est un très bon ami que j'adore, Saïd, et il m'a justement permis d'en arriver là aujourd'hui, hein. C'est grâce aussi à lui que, en me laissant justement l'opportunité de développer des compétences dans le coaching, c'est aussi grâce à lui, parce qu'il m'a laissé les clés de la salle, hein, voilà, et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu créer Boxer Inside. Donc voilà, en nous laissant les créneaux, c'est une vraie chance. Donc c'est un très bon ami, mais c'était pas la famille, donc c'était différent. Donc j'avais pas de choses à redire sur ce qu'il faisait avec Sarah ou autre. Voilà, c'est lui qui avait les clés, c'était lui le chef, hein. Donc c'était différent, mais par contre quand elle s'est pas qualifiée, moi j'étais en Chine, tout ça. Forcément, pour ma part, j'étais dévasté. Et après, de manière générale, Sarah aussi, et ça a été compliqué quand même. Parce qu'elle rate la qualification à un combat, c'est ça? À un combat du podium, ouais. Il fallait un podium pour aller à Londres. Et un combat devant une fille qui, 3 semaines avant, l'a surclassée. Donc c'est un peu bizarre, mais
C'est comme ça, mais c'est un peu bizarre, oui et non, parce que quand tu sais que c'est une fille que tu vas sensiblement la re-rencontrer, donc elle aussi, elle s'est préparée elle te connaît, elle sait comment tu boxes pour te battre. Et Sarah, il faut avoir cette réflexion quand tu es sportif de haut niveau. Avec mon père, je l'avais, cette réflexion. C'est-à-dire que on gagnait, ok, c'est bien, mais derrière, ouais, mais t'as vu ça n'a pas été. Il y avait toujours une réflexion. Et des fois, on perdait, des fois on gagnait, ils nous engueulaient comme du poisson pourri, des fois on perdait, ils nous disaient, t'as fait un beau combat, c'est bien, bon, on était forcément déçus par la défaite, mais il avait ce recul. Et il savait quand il fallait recadrer les choses, tout ça. Et en sachant que tu vas rencontrer quelqu'un que tu as surclassé, et ce qu'il faut se dire, c'est que tu t'y prendras pas 2 fois de la même manière. Forcément, tu es à ce niveau-là. Quand tu es sportif de haut niveau, tu viens de te faire battre à plat de couture. Tu sais que tu vas sensiblement la re-rencontrer. Il faut que tu mettes quelque chose en place. Donc, voilà, il y avait eu peut-être cette erreur, c'était cette confiance. Peut-être pas de la part de Sarah, mais du clan. Et qui fait qu'on n'a pas été assez vigilant. Tu vois, pas assez de. Mais enfin voilà. C'est et aujourd'hui, du coup, elle s'entraîne avec ton père. Aujourd'hui, elle s'entraîne plus, elle s'entraîne seule. Enfin, après, quand elle est revenue, elle voulait changer de méthode, avoir autre chose. Elle m'a demandé. Et elle m'a demandé, mon père, moi j'ai dit, écoute, tu connais, tu sais, elle savait ce que je pensais de mon père. Cette autorité, il est sévère. Encore, elle l'a pas rencontré dans ses heures de gloire, parce c'était quelque chose. Mais il avait cette expérience du haut niveau parce qu'il avait envoyé pas mal de personnes en équipe de France. Il avait 2 boxeurs à lui qui avaient disputé les Jeux. Il avait des professionnels. Donc il avait une grosse écurie et cette expérience du haut niveau. Et puis il y avait autre chose à gérer, c'était le retour après la grossesse. Ah oui, parce qu'après après Londres, vous avez fait un... Après Londres, on a eu Aina. On a eu un enfant. Et donc Aina, donc il y avait ça à gérer aussi, le fait qu'il y ait Aina dans la préparation. Moi, une activité assez chargée. Donc fallait gérer la petite, le retour de Sarah après une grossesse. Donc voilà, il y avait une adaptation à faire et mon père savait le faire. C'est-à-dire reprendre tout doucement. Donc ils ont repris d'abord par de la marche, mixé à de la course à pied en 30-30. Ils couraient, marchaient, Après, bon, c'est tout. Ça a été toute une préparation, une adaptation qu'il fallait faire. Et il avait cette expérience et cette patience que certains entraîneurs n'ont pas. Donc voilà, mais oui, avant de prendre la décision de mon père, il y a eu d'abord pas mal de réflexions. Moi, je lui ai dit, écoute, mon père, Saïd, si tu avais besoin de confiance, Saïd, il te met en confiance. Voilà, il a les bons mots, il t'encourage beaucoup, mais à cette époque-là, quand Sarah revient, elle avait besoin d'autre chose. Elle avait besoin d'être piquée un petit peu. D'être pas dans son confort. À Aubervilliers, c'est vrai qu'elle avait un emploi du temps aménagé. Des fois, elle s'entraînait, elle était un peu coupée du collectif. Tu vois, des fois, elle avait que des séances pour elle, ceci, cela. Donc, elle était dans un confort. Elle avait besoin de changer un peu après. Elle a besoin de changer, qu'on lui donne un rendez-vous, et qu'elle dise pas, ouais, mais là, non. Le rendez-vous, c'est ça, ceci. Voilà. Et qu'elle soit mise à mal, qu'elle revienne à travailler avec des jeunes. Des débutants et tout ça. Et ça, mon père savait le faire. Et des fois, ça a été dur pour elle. Elle comprenait pas. Mais pourquoi je suis avec un débutant? Comment je peux prétendre aller au jeu comme ça? Tu vois, c'était compliqué. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle reprend avec mon père à cette époque-là, suite à des soucis, on va pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va. Mon père n'a plus de salle. Du coup, ils reprennent dehors. Dans un parc à Villepinte, il y avait un ancien hall de gare qui les couvrait de la pluie, bon, pas du froid, mais voilà, donc ils reprenaient les leçons là-bas, les cultures physiques, les courses se faisaient dans le parc. Et après, elle a eu la chance, mon père a eu la chance de retrouver un nouveau club. Il a été accueilli par le club de Villepinte, où il a reconstruit une team, et puis il a aussi pu entraîner Sarah là-bas. Okay. Donc ça a été une chance. Et pour revenir sur toi,
en tant que mari, concubin ou conjoint, c'est plus facile. Conjoint, c'est bien. Ouais, merci. En tant que conjoint d'une boxeuse. Enfin, après la non-qualification de Rio. Comment toi... De Londres. De Londres, ouais. Oh là là. Comment toi, après ça, cette grosse déception, tu restes positif en accompagnant, alors que toi-même, t'es déçu? Alors, je vais te dire, on va remonter un peu loin. Quand on apprend qu'il y a la boxe féminine aux Jeux de Londres, pour moi, c'est un peu le... Avec Sarah, on s'embrouille. Voilà, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on avait parlé de... Avant ça, on avait parlé d'enfants, tout ça. Donc en apprenant ça, j'apprenais qu'il va falloir que j'attende 4 ans pour avoir un enfant. Et moi, alors, il y avait l'appartement comme objectif. Ouais. Et je voulais vite être papa. Tu vois. Donc on avait parlé de cette éventualité. Et quand on apprend qu'il y a les jeux, forcément, ça me rajoute 4 ans d'attente. Alors là, c'est compliqué. Je comprenais pas trop. On avait discuté de ça avec Sarah, tout ça. Alors je comprends pas trop. Il me faut 2 semaines pour digérer le truc. Donc ça va pas. On s'embrouille et tout. Voilà. Et il me faut 2 semaines. Donc je prends du recul. Je discute avec mes proches, notamment un de mes proches qui est mon cousin avec qui je m'entends très bien et qui est dans le monde du sport. C'était la bonne personne. Donc je discute tout ça. Et c'était le rêve de Sarah de participer au jeu. Et quand tu as un rêve, si tu as l'occasion, ne serait-ce que le toucher du bout du doigt, faut y aller, quoi. Tant que voilà. Et donc j'ai eu ce moment de réflexion et puis après, moi, au bout de 2 semaines, je dis écoute, il faut qu'on parle, tout ça. Donc je lui ai dit écoute, moi je suis ok, il n'y a pas de souci. Il y avait des trucs qui me dérangeaient dans sa préparation, dans ses méthodes, dans son hygiène de sportif, tout ça. Je lui ai dit écoute, moi je veux bien te suivre, je suis à fond derrière toi, tout ça. Par contre, il y a des choses qu'il faut changer. Donc voilà, notamment voilà, sur cette hygiène, tout ça. Et bon, ça se passe. Et puis voilà, donc j'ai perdu le fil un peu de ta question, mais c'était pour te dire que comment j'ai pas été toujours très facile avec cette idée de jeu, tout ça, surtout en 2008. Et après, en 2016, c'est différent. Et quand elle se qualifie pas en Chine pour Londres, bon, on est dévasté. Hein. Je l'attends. Elle a le micro en plus encore sur elle. Cédric, il m'avait dit. Et quand elle a le micro, elle dit ouais, je veux plus entendre parler de la boxe, ceci, cela, dans les vestiaires. Tu vois. Et Cédric, il la suivait déjà pour le documentaire, qui avait ce discours-là. Et elle sort du stade pour me rejoindre. Et on est autour du centre. Et bon, forcément, on pleure, on se prend dans les bras, tout ça. Et la chose que je lui dis, je dis écoute, on fait ce qu'on a à faire, à savoir un enfant. Et derrière, tu reviens. Elle me dit non. Je dis écoute, on reviendra. Voilà. Et je laisse tomber. Après, on s'occupe, on voit autre chose, tout ça, ceci, cela. Donc, elle tombe enceinte. On pense plus à la boxe, on essaie de. Enfin, on pense plus. Ça reste toujours dans la coin de notre tête. On n'y pense plus, tout ça. Et puis après la grossesse, forcément, on laisse du temps, on essaie de profiter un max. Hein. Et puis quand on arrive, Aïna est née en juillet, on arrive septembre, je dis alors, t'en es où? Elle me dit quoi? Je dis, tu sais de quoi je parle? Elle me dit, comment? Elle me dit, je sais pas, ceci, il y a Aïna, il y a ceci, j'ai mes projets, on était dans les débuts de l'entreprise. Et elle me dit, je sais pas. Je dis, écoute, il faut que tu reviennes. Et c'est un truc que tu as en tête, c'est un rêve que tu as. Si tu as encore une seconde chance de le faire, va au bout des choses pour finir en paix, sinon c'est compliqué de... Voilà, comme je lui dis, hein, ce qu'on s'est dit, ce que je lui ai dit, et après on l'a gardé tout le temps, c'est tant que tu as 0,01% de chance de te qualifier et de faire une médaille ou autre, on parlait de qualification à l'époque, il dit vas-y fonce. Et il dit par contre, si tu reprends, il faut que tu changes des choses parce que je serai pas prêt à te suivre si c'est bancal ou autre. Il dit il faut que ce soit carré.
je dis, si tu reprends avec Saïd, il faut que tu lui parles avant et que tu lui dises comment tu vois les choses. Et elle me dit, non, j'ai pas envie de reprendre avec Saïd, j'ai besoin d'autre chose, d'un électrochoc, tout ça. Je dis, ok, je dis, bah, t'as des idées, tout ça? Elle me dit, bah, je pense à ton père. Je dis, écoute, moi, je veux pas qu'on dise que je t'ai dit, va avec mon père ou comme ça. Même si je savais que c'était la bonne personne pour, je lui ai dit, essaye de voir, je lui ai conseillé d'autres, voilà, il y a telle personne, tel club, ceci, c'est bien aussi, cela. Alors, j'ai essayé quelques jours et après, elle me dit, non, je veux vraiment essayer avec ton père. Donc, fallait convaincre mon père. Parce que mon père, il a jamais été très boxe féminine. Hein. Moi aussi, avant que je rencontre Sarah, j'ai jamais été très boxe féminine parce que techniquement, c'était limité. Voilà. Et la seule que j'avais vue boxer à l'époque, c'était Sarah. Et c'est vrai que techniquement, ça allait. Donc j'ai appris à aimer la boxe féminine. Mon père n'était pas trop boxe féminine, mais il n'était pas fermé à partir du moment où la personne est motivée et s'engage et respecte son engagement. Mon père, tu peux être champion du monde comme loisir, c'est un passionné. Hein. Si tu es volontaire, il te suivra. Et donc je dis, bah écoute, faut qu'on parle à mon père. Donc je commence à lui balancer des petites choses à mon père. Je lui dis, voilà, peut-être que Sarah... Et mon père, c'est un entraîneur qui est très honnête. Il dit, ah ouais, mais Sarah, elle était avec Saïd. Si elle veut que je l'entraîne ou quoi que ce soit, faut que ça se fasse en accord avec Saïd, qu'elle garde sa licence là-bas, parce qu'elle a toujours été de là-bas. Et moi, j'irai l'entraîner là-bas aussi pour qu'on la voit un peu là-bas. Voilà. Et je dis, écoute, écoute, on verra. Donc, on laisse passer. Et puis, on prend la décision définitive au mois de décembre. Donc, on est chez ma sœur à Noël et on lui annonce. Et elle lui a annoncé ça, je sais pas, on va dire un jour bidon. Le mardi soir, le mercredi matin, elle était passée en leçon. Elle reprenait sur la terrasse de chez ma sœur. Voilà. C'était reparti. Et donc, et puis voilà. Et puis après, ça s'est enchaîné. Et puis voilà. Et puis, c'est ce que raconte un peu toute cette photo, en fait. C'est magnifique, cette photo. Ouais, alors, cette photo... Je vous rappelle qu'on est en podcast, hein, les amis. Ouais, on a au-dessus de nous une photo de Sarah alors, on va dire, sur un ring enceinte. Pas vraiment, parce que c'est la deuxième, c'est Mia. Ouais, je m'en doutais. Mais sur l'histoire que tu racontes, sur c'est l'histoire, mêlé, voilà, il y a un peu de tout ça. Il y a Aina aussi. Ce qui facilite les choses aussi, que ce soit mon père, c'est que il y avait Aina aussi à gérer. Donc moi, je travaillais le soir avec mon activité d'éducateur sportif, coach sportif, tout ça. Et du coup, c'était Sarah qui récupérait Aina et qui allait à l'entraînement derrière avec Aina. Donc Aina, elle était dans un coin. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, mais elle était dans un coin, elle faisait ses dessins et elle regardait Sarah. Voilà. Et mon père donc entraînait Sarah avec la petite dans les... Donc elle a été baignée dedans aussi, Aina. Et ça, c'était assez sympa. C'était au début assez compliqué parce qu'on se disait, elle va rentrer tard, tout ça et tout. Mais au final, c'était super sympa. Okay. Un peu nostalgique des fois. Donc tout ça vous a amené jusqu'à Rio, jusqu'à la finale, finale olympique. Voilà, alors ça doit être le chemin a été long. Gros kiff, ouais. Le chemin, la belle histoire, c'est vraiment, comme on dit, hein, le plus important. Et justement, je l'ai retenu de Kobe Bryant quand il arrête sa carrière et voilà, et qui dit que il dit donc ça vient pas de lui, hein, je crois, mais il dit que c'est pas la destination qui le top, quoi. C'est vraiment le chemin. Et c'est vrai que c'était tout ça qui a été super. Rio, c'était forcément intense en émotion, il y avait plein de choses, tout ça. Mais ce qui a été le plus fort émotionnellement, ça a été au Kazakhstan pour la qualification. Ah, c'était un truc de fou, c'était un truc de dingue. Il y avait tellement de suspense, tu disais qu'à chaque combat, ça pouvait se terminer. Tout pouvait s'arrêter là. Avec Londres en tête aussi. Avec Londres en tête, Chine, avec le premier combat super compliqué. C'est tellement dur émotionnellement à gérer. Donc à passer le premier combat, à passer le deuxième combat, troisième combat, à se qualifier au jeu. Là, Et après, malheureusement, il y a ce vol en demi-finale des mondes qui a mérité de gagner. Et vu dans l'état de forme où elle était, elle aurait pu être championne du monde. Mais encore une fois, il y avait pas mal de paramètres qui font que des fois, ils rendent les choses, même si toi, tu en as décidé autrement, autour du ring, ils rendent les choses un peu plus compliquées. Mais voilà, l'histoire est belle, elle se qualifie et puis derrière, elle passe dans une autre dimension, hein, tout de suite.
Donc plus de reconnaissance. On court pas après, mais ça fait du bien d'en avoir toujours un peu parce que voilà, Sarah, c'est 20 ans et c'était compliqué. Hein. Donc ça n'a pas toujours été très facile. Il faut être passionné pour faire ça. Il ne faut pas faire ça pour la gloire, l'argent ou autre. Moi, je le disais souvent à certains jeunes qui arrivaient. Ouais, moi, je veux ceci, je veux cela. Ils voyaient les boxeurs pros aux États-Unis. Je disais, t'es pas aux États-Unis. Les boxeurs que tu vois à la télé, bien souvent, c'est des gars, t'en as qu'une poignée. C'est la réalité. Il y a beaucoup de déchets. Hein. Et donc, moi, j'étais très honnête avec eux. Donc, non, faut avant tout être passionné. Le reste, c'est du bonus. Faut pas courir après. Et toi, tu auras quel discours à ta fille si elle veut faire de la boxe? Elle a quel âge là? Là, elle a 6 ans. Okay. Elle va sur ses 7 ans là. Donc dans 2 ans quoi. Voilà, elle a fait on a commencé, on l'a envoyé au judo. D'abord la gym. La gym, ça lui a pas plu. Après le judo, ça lui a plu. On était bien. C'est une belle école le judo. Ouais. Donc c'était cool. Et elle a voulu se mettre au karaté là cette année. Donc là, elle fait du karaté. Pareil, elle a fond dedans. Forcément, elle nous parle de la boxe et puis des fois on s'amuse, on touche épaule, des choses comme ça, des trucs comme ça. Et puis elle vient ici, donc elle me voit, elle me dit ouais, je veux t'aider, ceci, ça. Enfin bref. Et si un jour elle me dit je veux faire de la boxe, moi je lui dirais il y a pas de souci. Forcément, j'aurais un discours un peu plus élaboré par rapport à ma carrière et celle de Sarah. Mais voilà, je pense que en temps et en heure, c'est-à-dire dans les débuts, là, alors dans 2 ans, tu me dis, alors à 8 ans, je pense que je dirais de s'éclater un petit peu et voilà. Puis après, si ça devient un peu plus sérieux, je en parlerai un peu plus avec les mots justes et au bon moment. Mais non, mais j'encourage dans sa globalité la pratique sportive et même la boxe. Parce que sinon, ça serait pas cohérent d'ouvrir une salle, de vouloir toucher un maximum de personnes. Et voilà, parce que ça reste un magnifique sport quand il est pratiqué dans les règles de l'art et avec pédagogie. Parce que c'est des coups quand même. Et il faut, je pense, il y en a, hein, il y a des exceptions. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir au minimum goûté à l'entraînement, à l'explorer dans la profondeur de l'entraînement, c'est-à-dire de passer par l'opposition, passer par tout, pour pouvoir transmettre, entraîner ce sport. Parce que si tu connais pas le vestiaire, tout ça, si tu connais pas ce qui se passe dans ta tête avant un combat ou autre, c'est difficile de transmettre. Parce que tu peux pas, quand tu es dans un vestiaire, j'en ai connu des gens qui ont été entraîneurs et qui, sans jamais avoir boxé, et qui dans les vestiaires ne respectent pas justement ce silence, ce besoin de concentration que peut avoir un boxeur qui est sans arrêt en train de rigoler, raconter des conneries. Franchement, c'est important quand tu es entraîneur ou quand tu transmets ce sport, surtout quand tu t'occupes de compétiteurs qui vont aller au combat ou autre. C'est important d'avoir cette expérience. Quand même. Ouais, je ne savais pas que c'était possible de pouvoir entraîner sans avoir fait. Malheureusement, on fait partie de ces sports pour qui, si tu passes ta tête par la fenêtre, tu vois de la lumière et que tu peux rentrer. Voilà. Contrairement au judo ou d'autres écoles. Voilà. Nous, alors peut-être que ça va structurer par un changement de présidence, je ne sais pas, mais ça serait bien parce que. Ouais. Voilà. C'est mieux. Et c'est quoi pour toi ce qu'apprend la boxe? Les valeurs de la boxe? Il y en a tellement. Alors le message le plus important. Le respect déjà. Le respect, le cadre, la discipline. Ouais, je pense que tout bon citoyen peut être bon boxeur et tout bon boxeur est bon citoyen. Et ce qui est paradoxal, c'est ce que tu disais, malheureusement, c'est ce que nous, enfin moi en tout cas, qui connais rien à la boxe, de l'extérieur, que je connais, tu parles de Mayweather, tout ça. C'est vrai, c'est pas forcément alors attention, c'est un boxeur qui est très intelligent, qui est très talentueux et qui est justement. Moi j'en doute pas, sinon il serait pas là. Mais... par contre, c'est vrai que dans sa communication, on a tendance à en douter. Et malheureusement, on est rentré dans justement dans le monde de la communication. Il faut faire du bruit, il faut qu'il y ait strass et paillettes autour, il faut montrer de l'argent, il faut en faire plus que l'autre.
Alors que Ce je qui pense n'est que pas le sport normalement. Mais... c'est pas ça, non. Ouais. C'est pas. Alors c'est pas les valeurs du sport, encore moins d'une autre, parce que voilà, mais malheureusement, voilà, c'est des choses que nous on peut pas maîtriser. Si je Bien pouvais sûr. lui dire, écoute, nous fais pas voir ça, nous on a un discours dans les clubs, c'est voilà. Alors que j'en suis sûr qu'en off, il a un tout autre discours, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le cash money. Hein. Voilà. Ouais. Donc voilà, mais non, le sport dans sa globalité a beaucoup de valeur. Et puis moi, après, je vais parler de la boxe parce que c'est mon sport et que je l'aime. Parce que faut savoir que je l'ai aimé, la boxe. Je l'ai désaimé et j'ai réappris à l'aimer. Et j'ai réappris à l'aimer aussi à travers aujourd'hui mon métier qui est éducateur sportif. Et en transmettant aux autres et en voyant ce que ça pouvait générer, quoi. Donc voilà, donc les valeurs de pour moi, pour n'en dire qu'une, tout ce qui est respect, les deux disciplines, tout ça, c'est la vie. Si dire bonjour, au revoir, merci. Mais ce qu'on peut dire de la boxe aussi, c'est que bon, apparemment on s'en sort pas, quoi. Apparemment on l'oublie pas comme ça. Ah non, on l'oublie pas. Ça fait partie de ton ADN. Ouais. Ah ouais, si, ça fait partie de ton ADN. Moi je dis, hein, quand tu as pratiqué la boxe une fois, c'est un peu comme le vélo. Ouais. Même si tu la pratiques plus, tu la pratiques plus au quotidien comme nous on pouvait. Enfin, nous, c'était du 7 jours sur 7. Hein. Quand c'était pas de la boxe, c'était de la course à pied, on était toujours dedans. Voilà. Même si tu la pratiques plus à ce niveau d'intensité, il y a toujours, voilà, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, tu te dis j'ai envie de taper au sac, quoi. Et c'est un truc comme ça, ça libère des choses, c'est comme ça. Puis ça, tu as des souvenirs qui font que voilà, nous, je sais que moi, Sarah, maintenant qui est retraitée, hein, j'étais retraité avant elle, mais les choses qui me manquaient, c'était le combat, c'est une chose, mais c'était. Puis moi, j'avais ce truc, ce lien fort aussi avec mon père. Le truc qui je pense, me manque le plus, c'était le vestiaire, ce rapport, et surtout cette dernière partie de ma carrière, c'était au côté professionnel parce qu'il y avait où il me faisait le bandage, et donc le bandage pro, ça durait au moins un quart d'heure, 20 minutes. Tu as le temps de poser des questions, d'échanger, tu pouvais pas rester sans dire un mot, tu vois. Et j'avais une question que je lui posais à chaque fois, et c'était t'as peur tu vois, parce que forcément, mon père il prend soin de ses boxeurs. C'est-à-dire qu'il a toujours été à les appeler, savoir comment ça allait derrière une défaite, derrière une blessure, ou il a toujours été derrière eux. Et donc c'était des questions que j'aimais lui poser pour voir comment il réagissait, mais bon. Il répondait quoi? Donc c'était... Comment? Il répondait quoi? Je dis non, je te fais confiance, voilà, il n'y a pas de souci, tout ça, je sais de quoi tu es capable, machin, ça. Donc voilà, mais voilà, c'est des choses qui peuvent manquer. L'odeur du vestiaire, le vestiaire, ces instants uniques et que tu ne retrouves pas ailleurs. Et voilà. Donc, moi, j'ai une question, Francky. Est-ce que dans les gens qui t'entourent ou que tu connais ou pas, est-ce que tu as une personne qui est pour toi un exemple d'optimisme? Un exemple d'optimisme. C'est dur. J'en ai pas. Ça peut être une personne réelle, fictive, ou sinon ça peut être un film. Enfin, tu vois, ça peut être. On peut aller plus loin si tu trouves pas. Alors là, tu me poses une colle, tu vois. Ouais, désolé. Non, mais c'est dommage parce que justement, on en a besoin, tu vois. Je fais un gros travail là-dessus, moi. J'essaie de, tu vois. C'est marrant parce que j'ai du mal à l'être avec moi. Par contre, avec ma fille. Positif, tu veux dire? Ouais, positif, grave. Ouais. T'es plus positif avec ta fille qu'avec avec ma fille, ouais. Je lui dis, ouais. Bon, des fois, quand je lui crie dessus, c'est différent, mais tu vois, il y a un truc que je lui dis toujours avant qu'elle rentre dans la cour. Je dis, c'est qui la plus belle, c'est qui la plus forte, la plus intelligente, tu vois. C'est moi. Je dis, non, plus fort, c'est moi. Je lui dis, fais voir ta puissance, ça me fait ça. Et j'ai dit, c'est bon, t'es au top. Et tu vois, et voilà, parce que elle a, tu sais, justement, cette expérience, ces jeux-là, tout ce qu'on a vécu en famille, justement, et ça, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Elle a vu des choses, elle a compris, et elle comprend très vite maintenant certaines choses, tu vois. Et
et ce qui permet d'avoir des sujets de discussion assez impressionnants des fois, et notamment sur le sport, et notamment quand elle va au karaté encore hier, où elle se met à côté du prof, parce qu'elle a démarré à mi-saison, donc elle sait qu'elle a du retard. Donc elle se met à côté du prof, elle ne lâche pas, elle essaie de faire pareil. Ouais, c'est ouf. Et elle essaie de faire pareil et tout. Et à la fin, elle a ce petit résumé. Bah, tu vois, je me suis mis à côté de lui parce que je suis en retard, mais bah, je vais te dire, elle parce qu'elle te dit, ouais, ça va aller. Je vais m'accrocher, ça va aller. Tu vois, donc je vais te dire ma fille alors. Tu vois, en parlant de... Et voilà, c'est... Enfin voilà, Aïna. C'est trop mignon. Et du coup, on va petit truc qu'on t'a pas dit pour finir le podcast. Ouais. On va te laisser tout seul. D'accord. On se barre. Et du coup, nous, on va dire au revoir aux gens maintenant. Ouais. Juste, je voudrais rappeler si l'épisode vous a plu, ça fait plaisir, une petite dédicace en story, un commentaire. Ouais, voilà, on le dit jamais parce que on est dans l'échange, mais voilà, si les gens kiffent. Il y a un Tipeee aussi si vous voulez donner 1 euro de pourboire si le truc vous a plu. Et merci à tous. Et voilà, merci beaucoup. Merci Francky. à toi, Francky. Merci à vous, merci. J'ai l'impression de mieux te connaître, donc je pense que c'est réussi. Mince. Je vais la carapace, ça y est. C'est ce qui est important, Alice m'a dit. Moi, je t'écoutais vraiment, donc. Merci beaucoup. Ouais, merci. Donc en fait, on te laisse tout seul et t'as micro ouvert et tu racontes ce que tu veux. Tu peux parler, tu peux juste dire au revoir ou dire ce que tu veux. D'accord. Voilà. Je vais essayer de... Et là, vous me laissez tout seul là. Ouais, voilà, on te laisse tout seul, tu toques quand t'as fini. Ok, d'accord. Ça peut prendre 10 minutes, comme 1 minute, comme 30 secondes. Ouais, voilà, c'est ça. Okay, on a tout eu, hein. On a eu des blagues, on a eu un truc un peu philosophique, on a eu juste un remerciement, on a eu, voilà, enfin, sens-toi libre, quoi. D'accord. Salut. Très bien. Bon, Alice, exercice pas facile. Alors là, ce qu'il faut savoir, je suis à la salle de boxe Boxer Inside, dans la salle privée où les coachs peuvent se réunir parfois pour faire le bilan de séance ou au contraire construire la séance. Donc j'ai pas l'habitude de me retrouver seul comme ça. Écoute, je tiens à te remercier. J'aime beaucoup parler à ce sujet, cette aventure olympique, ma carrière, la carrière de Sarah et tout ce qui concerne le sport et tout particulièrement la boxe. Donc ce que je peux conseiller aux abonnés de Cache pas ta joie et aux personnes qui écouteront ce podcast, faites du sport, bougez, voilà, c'est très important, ne restez pas sans rien faire alors faites du sport, ok, et mieux encore, faites de la boxe. Voilà, c'est la vie. Voilà, je tiens à vous remercier. Je remercie Alice encore une fois et Maxime pour leur initiative. Longue vie à Cache pas ta joie et leur podcast. Et voilà. Merci.